Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on fait un point, comme d'habitude, sur la structure, sur les nouvelles ainsi que sur la liquidité. Allez, intro. Alors, structure, 4 heures. Pour le moment, on est revenu revisiter le 5 minutes qui était ici. En termes de 4 heures, la question qui se pose sur cette 5, si c'en est une, et tout simplement de dire est-ce qu'on a besoin de revenir revisiter le niveau inférieur, et là en l'occurrence on pense potentiellement à 64 719, ou alors est-ce que c'en est fini de cette correction avec une 5 tronquée. On avait parlé ici d'une potentielle flat là-dedans, d'accord, c'était l'idée de base. On a eu ce joli récupération sur le CPI. Malheureusement, la Fed nous annonce moins de baisse de taux que ce qui avait été prévu par le marché. Donc, tout ça se met dans les prix. La question étant, est-ce que ce niveau va tenir ou pas ? À ce stade, et c'est ce qu'on va regarder sur les plus petites time frames, quand on regarde le 1 heure, on va dire que on n'a pas nécessairement d'impulsion ici, mais on a des petites structures de retournement qu'on va aller voir dans des time frames qui sont de l'ordre plutôt du 5 minutes, ce genre de choses. Rien de trop validé encore, cette trend là vient juste d'être cassée, celle-ci avait été cassée aussi, ce qui laisse penser éventuellement à une revisite des 69, on ira voir dans la liquidité si jamais c'est effectivement le cas. Pour l'instant, on va juste afficher celle-ci. D'accord, vous voyez que en time frame 1 heure, elle est pas tout à fait cassée d'ailleurs même. Hein. On a encore un petit bout de 1 heure qui traîne dedans. Donc ce sera pour l'heure prochaine. Il est 10h51 là tout de suite. Et voilà, mettre fin à ceci. Ça. Veut dire impulsion, vous l'aurez compris, correction en 5, nouvelle impulsion. À ce stade, ça serait éventuellement une flat. On peut éventuellement calculer également quels seraient les objectifs, hein, tout simplement avec quelque chose qu'on utilise souvent qui est le AB égale CD. Globalement, aller larver légèrement en dessous, autour des 65,8, pourquoi pas. Si jamais on arrive à péter ici, on va dire la trend de distribution, on peut peut-être se dire que ça va donner une nouvelle impulsion qui viendra chercher à minima ce 4 heures là. Hein. Encore une fois, l'idée c'est 69,5 ou bien tout simplement le niveau inférieur. Niveau inférieur qui pourrait être visité, encore une fois, hein, c'est vraiment pas du tout trop un problème. Ici on a une petite déviation qui tient à la news, mais si on reste dans le caractère parallèle de quelque chose, vous voyez que ça nous amène à peu près dans ces eaux-là. Donc pour l'instant c'est assez mitigé quand on regarde la structure. On a bien évidemment une forme de 1 heure qui est, on va dire, baissière, au travers d'une 4 heures qui latéralise, le tout dans une structure, on va dire daily qui est haussière, et sur fond de structure weekly qui est baissière, avec une structure monthly qui est haussière, d'accord ? C'est dans ce genre de moment que je pense il faut intégrer l'idée de, dans cette structure-là, à quel endroit on a eu le plus de business. En tout cas, c'est quelque chose qui peut aider. C'est-à-dire que si je prends tout ce qui s'est passé dans cette structure-là, on est en train de batailler là en ce moment sur le point de contrôle. Regagner et enfoncer le point de contrôle pourrait vouloir nous dire que ce range-là, ici, celui-là, le gros range en gros, est en train de trouver rebond pour venir casser le haut, perdre totalement le point de contrôle. Moi j'utilise beaucoup les points de contrôle en range, voudrait dire tout simplement qu'on retourne quelque part autour des 60 000 $. C'est pas perdu pour autant, hein. Là, attention, on est sur une sorte de note de volume profile, on va dire que vraiment on considérera que ce sera perdu si on perd le 5 minutes actuel, hein. C'est pour ça que là actuellement on se balade toujours et encore dans la zone où finalement il y a le plus de business dans tout cet endroit-là, hein. Ne prenez pas le point de contrôle comme nécessairement une ligne, regardez-le plus comme un node. Vous voyez qu'ici, le prochain node qui pourrait réagir se trouve autour des 64. Voilà, personnellement, je vois les choses comme ça. C'est-à-dire, on enfonce le 5 minutes. Pour moi, c'est tout simplement aller plus bas, peut-être potentiellement 60. Tenir le 5 minutes actuel correspond tout simplement à sortir à minima de cette petite correction-là
éventuellement revenir en haut ici et pourquoi pas casser au travers de cette idée d'une flat, encore une fois là-dedans, et casser la fameuse résistance qu'on peut matérialiser par ce 4 heures là. Ici l'idée c'est d'avoir des niveaux graphiques qui vous aident à prendre des décisions et de les pondérer avec le temps, vous comprenez ici on dit que c'est un 4 heures parce que on n'est pas du tout à l'abri de mécher au-dessus et ensuite donc juste venir chercher finalement les contrats qui sont là-dedans, mécher au-dessus et ensuite se raviser. C'est pour ça qu'on dit que là il y a un 4 heures et un daily. Si j'arrive à clôturer une journée entière au-delà de ce niveau-là, à ce moment-là c'est le signal que on n'est pas juste dans une prise de liquidité mais dans un mouvement entre guillemets plus pérenne. Des choses que j'ai beaucoup expliquées sur la chaîne, en tout cas dans ma manière de faire. Donc, sous-entendu, cette distribution-là avait été amorcée, mais vous voyez que c'est une déviation. On est dans une nouvelle distribution sur fond de mauvaises news plus importantes. Est-ce que cette distribution va tenir tout l'été, Ce serait un peu ça. L'idée qu'on se pose là, c'est de se dire, est-ce que tout l'été, je vais me balader entre ça et ça? Ou alors, est-ce que dorénavant, j'ai trouvé l'endroit où je fais ça? Ok. Pour le moment, personnellement, je suis dans l'idée que cette flat est terminée tant qu'on n'a pas perdu le 5 minutes. Si on vient à perdre le 5 minutes, à ce moment-là, on peut nécessairement viser, je dirais, 65 et peut-être, pourquoi pas, 60. Se dire que on va avoir un reflux sur le 65, une A, une B et une C pour terminer cette structure. Là où finalement, on voyait une flat là-dedans, en fait, c'était le début d'une flat, et là, vous avez ici cette idée que 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, éventuellement, voilà, 3, 3, 5, toujours les flats, donc une flat plus importante qui reviendrait revisiter 56. Pour le moment, encore une fois, ça n'est pas le scénario privilégié. Le scénario privilégié, c'est de tenir. Le fondamental n'est pas forcément avec nous, encore une fois, bon, on a vu des sorties, des ETF hier, 200 millions de sorties, on avait revu des entrées à hauteur de 100 millions avant-hier, donc en soi, sur le fondamental ETF, c'est très neutre, puisqu'on a eu 19 jours ici d'affilée d'entrée, des sorties sur dernièrement certaines journées, 2 jours juste avant finalement les annonces de Powell ainsi que le CPI, et puis hier 200 millions de sorties, et derrière potentiellement on va là-dedans. On va essayer de répondre en fin de vidéo vraiment à tout ça, une fois qu'on aura regardé le fondamental et puis bien évidemment la liquidité. Ethereum, Bitcoin. Alors, Ether, il y a eu une bonne nouvelle hier, on peut le dire comme ça, oui. C'est que d'une certaine manière, Ether nous a dit, Gensler nous a dit, on est en train de faire les reviews des ETF spot Ethereum, et ils seront probablement mis sur le marché ce week-end. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'une certaine manière, c'est une bonne nouvelle pour Ethereum. Vous voyez qu'au travers de ça, et depuis que la news est sortie, on va dire Ethereum casse sa distribution intermédiaire. Il avait déjà cassé celle-ci. On avait une perte de momentum à la baisse d'Ethereum contre Bitcoin, c'est ce qu'on regarde là. Ici, on a encore plus une perte à la baisse. Ce qu'on peut éventuellement viser, c'est à minima un retour sur ce point pivot là. Technique des points pivots, je casse de trend, donc l'idée c'est qu'on va venir coucher tout cela. Vous voyez que ça corroborerait pas trop mal avec au moins revenir là. L'idée ici que peut-être ce point pivot plus cette trend de distribution pourrait faire vraiment. Est-ce que derrière on va venir casser la structure qui est baissière en monthly, en weekly, en daily non, mais est-ce que ça peut venir péter cette structure là? Ça voudrait dire que Ether contre Bitcoin nous a donné une forme de flat étendue. Ici, vous le voyez, je descends, je reprends ma racine et j'enfonce ma racine pour venir chercher quelque chose un peu plus bas. En général, on considère qu'une flat étendue pourrait vouloir venir chercher un retracement égal à entre 161,8 et 200% du mouvement à la hausse. Ici, vous voyez que si c'était le cas, on serait pile poil au 161,8, donc on est dans les clous pour une flat étendue si celle-ci devait se mettre en place. On est aussi à l'attaque de cette petite vallée qui est là. La première consolidation pour ne pas aller chercher finalement la jambe de ce mouvement, l'imbalance qui est ici, la protéger grâce à cette vallée, c'est l'idée de la price action. Donc on va voir ici si ça tient.
Si jamais ça tient, vous voyez qu'on est dans les clous de quelque chose qui auparavant faisait support et actuellement on essaye de le réintégrer. Donc on sera obligé d'intégrer ça comme une déviation pour aller chercher finalement à l'intérieur de cette vallée-là, aller tester quelque chose encore une fois un petit peu plus bas, les 168 d'une flat étendue, et puis ensuite se dire que tout cela était la correction, on avait l'impulsion, la correction et qu'on aura une impulsion supplémentaire. Pourquoi pas ? À minima, je dirais que pour le moment, revenir dans ces eaux-là, vraiment, pourrait être une target sympa. Ça ne veut pas dire nécessairement que Ethereum pète sa distribution en 1 heure. Hein. Ici, vous voyez que pour le moment, on n'est même pas au contact. Mais ça peut vouloir dire, entre autres, alors là, on voit que ce 4 heures-là a été perdu. Enfin, il va falloir le décaler un peu plus bas. Quelque part par là, c'est pas beaucoup plus loin, mais voilà. Ce qu'on veut voir sur Ethereum à ce stade, c'est qu'il trouve un double bottom dans cette zone-là, et qu'il nous marque ce W là, en cassant cette trend là. Si on voit pas ça, je vois pas trop d'espoir pour Ether, pour ne pas aller chercher ça, ok. Donc on va bien évidemment garder dans l'idée qu'il est possible d'aller chercher quelque chose dans cette imbalance là. Vous voyez que la petite console là qu'on voyait sur Ether BTC, elle est vraiment minime. Quand on regarde la chart 4 heures, elle n'existe pas. Il faut vraiment aller sur des toutes petites TF. Quelque chose de l'ordre du 15 minutes et encore, oui, 15 minutes. On va essayer de regarder si ce niveau en 15 a tenu. Excusez-moi. Ce niveau en 15 a-t-il tenu? Oui, pour le moment, c'est l'endroit, on va dire. Ici, donc, le 4 heures est au-dessus. On vient de le réintégrer. On n'a pas nécessairement... Non, on n'a pas clôturé dessus, ni quoi que ce soit. Je trouve ça plus intéressant d'enlever le 4 heures et garder le 15 minutes. Pour moi, voilà, c'est ça qui m'intéresse plus qu'autre chose. En daily, on avait un support, ici. L'ouverture se fait tellement dessus qu'on pourra considérer que ce niveau est perdu uniquement à la fin de la journée. Donc si Ether doit tenir ce 15 minutes sur une time frame plus importante, il va falloir, vous le comprenez ici, qu'il clôture au-delà des 3558 aujourd'hui à 40 $ de ce qu'il est aujourd'hui. En soi, voir là-dedans, on va le dire comme ça. On va le dire comme ça. Quelque chose de paralléloïde. J'entends par là. Ether nous sort. C'est pas extrêmement propre, hein, on a cette grosse déviation ici. Mais bon. Ether nous sort un bull flag à la suite d'un bull flag. Pourquoi pas ça sous-entend qu'on perd pas le 15 minutes, encore une fois. Ça sous-entend qu'il n'y aura pas de retest du flag. Par exemple, ici, vous voyez que ça, c'est la trend long terme d'Ethereum. 3000. Avant qu'on shoot up au travers. On saura qu'on shoot up quand on casse la distribution. Pour moi, le signal est même dans la cassure de celle-ci, éventuellement. Et puis après, bien sûr, la cassure, entre guillemets, ATH locale, on va dire ça comme ça pour Ethereum, puisque pour le coup, on n'est pas dans les zones ATH. Donc, soit c'est un sweet spot, soit c'est un endroit où... Un sweet spot est toujours un endroit où vous prenez des risques, quoi. Donc voilà, il y a toujours un peu les deux choses à voir dans ce cadre-là. Le 1 heure sur les altcoins contre BTC. Quand je dis les altcoins, là, je n'inclus pas Ethereum, qui pour le moment tient très bien. Ça veut pas dire que c'est reparti hein, pour les altcoins, mais ça tient. Voilà, c'est juste qu'on peut dire à ce stade, c'est que on n'arrive pas à perforer sur les altcoins en dessous de ces points-là. On voit d'ailleurs beaucoup d'altcoins qui finalement reviennent à l'endroit de là où ils avaient plutôt performé là-dedans, etc. et qui reviennent à ce point de recharge. On voit beaucoup d'altcoins tenir leur support pour le moment. Attention, beaucoup d'altcoins, je l'ai expliqué dans la vidéo affiliée d'il y a 2 jours, mais sont en train de faire ça. C'est-à-dire, il y a un support, mais au-dessus, il y a une figure qui est extrêmement bearish, souvent des épaules tête-épaule ou des figures de retournement type double top comme ceci. Voilà, c'est des figures dans lesquelles si vous perdez le support, vous allez plus bas.
Et en l'occurrence, beaucoup en ce moment sont en train de batailler sur ces fameux supports-là. Donc qui va gagner? Est-ce que c'est ceux qui accumulent de l'altcoin au niveau actuel, ou alors est-ce que ce sont ceux qui, pour le coup, sont plutôt positionnés à la vente? Bah, il y a baston, en tout cas, nécessairement sur ce niveau-là. Est-ce que là, sur la structure altcoin contre BTC, on a quelque chose? Ouais, peut-être cette épaule-tête-épaule là, en l'occurrence, bon, qui appellerait, je pense, à revenir sur le point bas. On va voir encore une fois ici. Nous, l'idée de base, c'était que on avait fait une flat étendue sur les altcoins contre BTC là-dedans. Par contre, il nous fallait quelque chose où le momentum s'accélère. C'est pas du tout ce qu'on a eu. Pour le moment, on est plutôt en train de refaire une forme de range, notamment là-dedans, hein, finalement. Et du coup, ça remet en cause le caractère de j'ai une impulsion, j'ai ma correction, je dois avoir une impulsion derrière. Pour le moment, c'est plutôt soit une structure de réaccumulation, soit une distribution à un niveau inférieur. Ça dépend de qui gagne la bataille, hein, encore une fois. Mais comprenez qu'à chaque fois que vous avez un vendeur, vous avez un acheteur en face. Donc c'est une forme de baston de dire qui a le plus de pognon actuellement. On va dire, est-ce que la volonté de vendre de ceux qui vendent est plus forte que la volonté d'acheter de ceux qui achètent? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le prix reste la résultante de la conviction d'un déséquilibre entre l'offre et la demande. Tel asset est pas cher, tel asset est sous-évalué. Je vais du coup déployer une forme de portefeuille, par exemple, sur ce support-là. Je vais essayer d'aller absorber éventuellement tout ce qui est à la vente. Pour ce faire, je dois passer sous la structure, parce que là, j'ai beaucoup de stop-loss qui correspond à venir dire je vends au marché. Stop ou liquidation, donc vente forcée. Je parle ici pour les longues, hein, bien sûr. C'est l'inverse pour les shorts. Donc si j'arrive à filer un max de contrats dans ces zones-là, après je repars. Étant donné que si je suis une institution et que je suis dans le bon camp, entre guillemets, mon portefeuille représente une forme... Il est infini, hein, d'une certaine manière. Et puis à ce moment-là, voilà, ça peut éventuellement shoot up. En tout cas, ce qu'on peut dire ici, c'est que j'ai une distribution qui est cassée, retestée. On va voir si ça enfonce le 1 heure ou pas. Donc on a vraiment tous les signaux là, que ce soit le 15 minutes sur Ethereum, le 1 heure ici sur les alts contre Bitcoin, ou tous les autres, de savoir si le marché va craquer, ou alors si on est sur un sweet spot, un très joli spot de réaccumulation en fait. Par ailleurs, sur la petite structure, pas grand chose à dire à ce stade. Même chose, on a cassé une forme de distribution ici, c'était plutôt joli. Vous voyez qu'on est désormais en dessous de ces endroits où on fait la cassure. Donc un retest reste quand même relativement possible, hein, y a pas de souci avec ça. Fondamentalement, les annonces de la Fed avant-hier vont quand même plutôt dans le sens fondamentalement d'une correction plus importante, mais c'est ça que pose la question d'un sweet spot aussi, c'est-à-dire vous achetez quand rien ne va, et en ce moment rien ne va pour les altcoins. J'entends que les altcoins, en théorie, sont sur un endroit où il y a pas mal de vendeurs, puisque tout simplement les vendeurs se montrent au travers d'un cadre où l'argent gratuit est reporté à plus tard. C'est-à-dire que les coupes sur les taux de la Fed ne seront pas pour tout de suite, et les altcoins aiment particulièrement quand les taux diminuent. Donc elles étaient en train de pricer une diminution des taux qui n'arrivera que plus tard. Ceux qui étaient sur des horizons 3 mois sont du coup plutôt positionnés à la vente. Je dis horizon 3 mois, c'est plutôt 6, mais sont plutôt positionnés à la vente en se disant on remet cette histoire à plus tard. Ce trade est foireux, entre guillemets, j'en sors, et c'est tout à leur honneur si jamais ils prennent la décision de le faire. Encore une fois, la question est, est-ce que les institutions ne seraient pas ici en train de bouffer leur contrat? C'est ce qu'on verra dans le futur. Qui a le plus la pêche là-dedans? Est-ce que ce sont les institutions vendeuses ou les institutions acheteuses? Il n'y a pas nécessairement pour moi ici à opposer les retail aux institutions ou quoi que ce soit. C'est plus une manière de trader que autre chose. Certains pourront attendre qu'on passe sous la grosse structure ici.
pour racheter de l'alt. Certains pourront attendre qu'on casse ça. Ils l'achèteront plus haut, mais ils auront peut-être plus de confirmation. Vous voyez qu'intervenir sur une cassure est parfois, si jamais on va au retest un petit peu plus tard, est parfois problématique. D'une certaine manière, en tout cas sur les altcoins, ce que je vois là sur le fond de la figure, c'est qu'on est quand même sur un biseau ascendant qui a pété par le bas, ça j'en ai pas mal parlé. Target bas de vague 2 ou sous la figure. Le problème étant que ces targets sont pas extrêmement souvent atteintes. On sort 80% du temps de ce genre de figure par le bas, mais on n'est pas sur des targets qui sont très très souvent atteintes. Celui qui voudra, on va dire, loquer un peu plus sa position, viendra chercher des targets qui sont sur le premier support. Voilà pour ça. Pas d'accélération du momentum en tout cas. Hein. Ici, vous voyez, le momentum initial, il a déjà été perdu ici. Ensuite, on avait aligné un deuxième momentum qui était moins ouf que le précédent. Si pour le coup, j'utilise la technique des points pivots, ça me dit quand même que ça retourne en bas. Donc si c'est un sweet spot, on va dire que il est extrêmement indécis par rapport au fondamental et par rapport à la structure, qui est quand même plutôt en train de nous dire que potentiellement on va faire plutôt quelque chose comme ça, d'accord ? Cela dit, c'est rare que tous les astres s'alignent, en tout cas pour prendre un bottom parfait, et là pour le coup, la difficulté elle est dans le fait de se dire peut-être que c'est effectivement un joli spot de réaccumulation. On passe sur les news. J'ai retweeté pas mal de choses. Ici, c'est un billet d'humeur politique. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le voir. C'est plutôt sur la politique française. Ici, on peut dire que la SEC c'est pas mal blindée. Une amende de 4,47 milliards du côté de Terraform Labs qui du coup se dissout et donne le pouvoir entre guillemets à la communauté. Donc plus de fondation derrière Terra. Ici Zelensky qui renifle beaucoup, je pense qu'il a attrapé une grippe colombienne, c'était un petit peu la blague. Ici encore de la blague, décidément pas mal de blagues ce vendredi. Le PPI qui a été sous les attentes, donc ça c'est plutôt une bonne chose, plutôt une bonne nouvelle au travers pour tous les marchés. Pourquoi ? Parce qu'un PPI c'est le Producer Price Index. Se reflète souvent dans les prix à la consommation plus tard, dans le CPI. Si vous produisez moins cher, vous vendez moins cher bien évidemment. Grosse accumulation sur Ethereum, en tout cas c'est ce qu'on peut voir depuis désormais quelques jours. Je vous conseille pas ce compte là, il est vraiment foireux, le gars est foireux, mais en tout cas de temps en temps, voilà, il y a des petites choses dessus. Moi je sais même pas si je suis abonné. Oui, je suis même pas abonné à ça. Je vous conseille pas vraiment ce compte, il y en a des beaucoup mieux. Les formulaires S1 des ETF qui devraient être abreuvés cet été, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et puis Biden qui oublie après 3 secondes qu'il vient déjà de serrer la main. Vous le voyez là ici, tendre la pogne. Milton Friedman, l'école autrichienne de la monnaie, principalement cette idée de théorie quantitative de la monnaie, etc., toutes ces choses-là, dans une interview qui dit que l'inflation c'est comme l'alcoolisme. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que l'alcoolisme, quand vous commencez à boire, vous allez d'abord avoir les bons effets, et puis ensuite, avec le long terme, vous allez avoir des mauvais effets. Et quand vous arrêtez de boire, sous-entendu quand vous arrêtez d'imprimer des billets, vous allez avoir d'abord les mauvais effets. Quand vous arrêtez de boire au niveau alcoolisme, vous avez d'abord les mauvais effets, et puis ensuite, vous aurez les bons effets à long terme. C'est une explication assez simpliste, mais que je trouvais intéressante. Les flows ETF, moins 226 millions hier, c'est pas génial. Et ici, cette magnifique présentation de l'euro numérique par la Banque de France qui vous dit que vous pourrez faire un cadeau à votre conjoint et payer dans des fêtes associatives et ça de manière complètement anonyme. On nous prend vraiment pour des cons, c'est un fait. Donc organisez-vous et puis votez en conséquence, à mon avis c'est le seul moyen. Je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque et que vous avez en description le lien de la chaîne pour vous affilier. Donc c'est le code CryptoSignalFR pour vous affilier sur Blofin. Je fais des vidéos également affiliées presque tous les jours et du coup vous aurez droit d'accéder à ces vidéos si vous venez vous manifester sur le Discord. Toujours Macron ici, en tête, en page d'accueil du Wall Street Journal. Donc il faut bien comprendre que en ce moment les États-Unis se délectent de tous les problèmes au niveau français.
Les promesses de Trump qui font décoller le minage crypto, oui, ça a été des plutôt bonnes journées pour les actions de mineurs. 226 millions d'outflows sur les ETF, on l'a dit. Ensuite, un hack apparemment sur Holograph. En Afrique du Sud, les commerçants qui acceptent le Bitcoin ont vu une hausse significative dans leurs transactions crypto, justement, ces derniers mois. Ici, Tesla qui effectivement accepte le deal à 56 milliards d'Elon Musk et au sommet du G7, celui où Biden s'affiche de manière plutôt liquide, eh bien, ils disent qu'ils vont taper sur les propres assets de Moscou pour pouvoir afficher un certain support à l'Ukraine. On l'a déjà vu dans la vidéo d'hier. J'ai fait une grosse vidéo hier sur la fin du dollar, etc. et toutes ces choses-là. Donc, du coup, ici, il faut bien comprendre que, au travers de ce move, l'euro et le dollar comme réserve de change sont peut-être en train de signer leur arrêt de mort. Voilà, en termes de news économique, quel jour on est, 14 juin. Il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. Et la semaine prochaine, il n'y a pas non plus énormément de news économiques. On a été bien servi dernièrement avec le CPI et le FOMC le même jour. Donc on ne va pas se plaindre que ça se calme un petit peu au niveau du calendrier. On passe sur la liquidité. J'en profite pour vous dire de mettre un like, vous abonner si le contenu vous plaît. En l'occurrence ici, 110 millions de liquidations hier. La moitié sur Bitcoin et Ethereum, c'est normal. Vous voyez que Ethereum recommence à prendre de l'open interest au sens où il affiche exactement les mêmes chiffres que Bitcoin. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un trade qui est en train de se mettre en place sur l'approbation des ETF Ethereum et une accumulation depuis l'annonce de l'approbation? Ether a perdu une petite dizaine de pourcents, je crois, si je ne me trompe pas. Et ça, c'est pareil. Est-ce que c'est un sweet spot ou pas? C'est un petit peu les questions qu'on peut se poser. Ensuite, pas mal d'ordres qui sont apparus ici hier soir à 18h à l'achat, sur la zone des 65 500. Je rappelle que ce qu'on regarde là, c'est le carnet d'ordre au spot. Depuis le petit rebond sur le 5 minutes dont je vous parlais dernièrement, il n'y a pas d'ordre qui se sont faxés entre les deux, à part celui-ci qui a été servi à 100 bitcoins. Et j'ai en revanche quelques ordres qui se sont faxés à la vente, donc ça souligne un sentiment plutôt mauvais, donc attention là-dessus. On est actuellement à 67 000, depuis la vidéo qu'on a faite hier, on est sur la zone à peu près où soit on déleverage, soit on accepte du leverage plus important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'open interest avait fait une grosse déviation ici. Vous voyez que d'habitude on déleverage dans ces zones-là, et ici on avait accepté beaucoup plus d'open interest. On est revenu sur cette borne-là. Est-ce qu'on est sur une marge d'open interest supplémentaire ou pas? C'est la question. En tout cas, le niveau qu'on avait mis à venir chercher en short a été pris. Ici, j'ai une structure qui monte, un funding qui monte, en tout cas jusque là. Là, j'avais donc du long qui est rentré et ça s'est passé jusque ici. Donc attention, on a ici un petit peu de long sous ce creux-là, puisqu'il y a divergence entre ce que dit le funding et ce que dit le prix. Derrière, j'ai un funding qui augmente avec un prix qui augmente, donc j'ai pas forcément de divergence. Si on regarde vraiment à l'intérieur de la structure, j'ai une petite divergence là-dedans, mais elle a été servie puisqu'on est allé chercher les longueurs. Et puis, derrière, pas forcément de divergence là-dedans, très légère divergence ici. Vous voyez, le funding diminue, le prix augmente. Donc on peut éventuellement décaler ce point ici. D'accord? Ça, c'est au niveau price action. Il y a du monde sous la structure, du monde au-dessus de la structure. Il y a bien évidemment du monde aussi sur les valeurs intermédiaires. Globalement, c'est un petit peu larvé cette montée-là. Donc du coup, ça semble un petit peu indécis. Quand je regarde les spreads, je vois qu'on repasse positif pendant un certain temps. Et puis là, on se rebat avec la zone du négatif. Pour moi, je regarde les spreads comme si on est en spread positif, ça affiche quand même une certaine force des marchés dérivés par rapport au spot. Alors qu'en spread négatif, ça souligne une force du spot par rapport au dérivé.
C'est pas tellement un problème d'être en positif. Moi, j'aime bien quand on est en positif parce que du coup, ça veut dire que beaucoup de monde est positionné sur les marchés en levier. Et ça, moi, j'aime bien. Voilà, j'aime bien en tout cas quand les spreads sont positifs. Je l'avais expliqué dans une vidéo assez longue. Pas le réexpliquer aujourd'hui. Ici, qu'est-ce qui se passe? Du coup, par deux fois, on revient visiter un niveau, donc malheureusement, on crée une poche de liquidité en dessous. D'accord? C'est toujours comme ça. Si jamais on a un double bottom ici qui est larvé, non optimisé, on serait passé sous la structure, c'est-à-dire on serait passé sous ce point-là. Si jamais il est larvé, à ce moment-là, on a quand même un petit peu de monde et peut-être qu'un jour, cette poche sera revisitée à nouveau. C'est-à-dire un jour, une fois qu'on aura, soit on perd, vous comprenez l'accumulation actuelle ici par le bas, et ça veut dire qu'on vient chercher sous la structure pour le coup, soit on entame un short squeeze. Comprenez que sur la 5 jours, il y a beaucoup plus désormais de short que de long, hein. Bon, ça c'est un fait. C'est dû à l'action de prix. Même chose pour Ether, vous voyez qu'on était passé à l'équilibrium ici, et là pour le coup il repasse en tendance entre guillemets shorteuse. Je vois quand même un peu moins de monde sur Ether, mais peut-être que c'est sur Binance, parce que encore une fois, quand on regarde les liquidations globales, là, je vois autant d'open interest liquidés sur Bitcoin que sur Ethereum. Donc ce qu'on peut voir éventuellement sur les bulles ici est limité à Binance malheureusement. On va pas faire tous les exchanges à chaque analyse, ça ferait une vidéo d'1h30 à chaque fois, ne serait-ce que pour même pas faire un sujet. Donc bon, on va, en tout cas, vous comprenez ici que si on n'y voyait que un Ether qui perd de l'intérêt, on ne regarde, en fait, Ether perd de l'intérêt sur Binance, mais visiblement pas sur tous les exchanges en même temps. Et en ce qui concerne la 7 jours, ça revient à ce que je disais, c'est-à-dire qu'elle est nettoyée certes, mais par contre le fait qu'on revienne larver dans la zone, ça a créé une poche de liquidité en dessous, autour des 64,4. Si on doit pousser plus haut, c'est 72 qu'on peut viser. Ethereum, un peu la même chose, vous voyez que par deux fois on revient sur ce point-là, donc du coup on crée une poche de liquidité, c'est normal, on donne deux chances en fait aux longueurs de rentrer. Est-ce que ça veut dire que c'est eux qui ont le pognon et qui sont capables de pousser plus haut avant des prises de profit autour des 3800? Parce que c'est un peu la même idée, si j'accumule du contrat ici en bas, il va falloir que j'arrive à le vendre, sinon ça n'a aucun intérêt. Si je le vends avec un slippage, si je le vends market, à ce moment-là, le prix va chuter et donc du coup je vais diviser par au moins 2 ma zone où je suis gagnant, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc je vais généralement aller prendre profit, c'est ça qui crée des résistances et c'est ça qui crée des actions de prix qui sont en fonction de la liquidité. Je vais généralement, si je suis une grosse institution qui a besoin d'échanger plusieurs centaines de millions de dollars, aller déconstruire ma position très exactement dans les endroits où les autres sont liquidés, puisque je sais qu'il y aura la contrepartie de payer la sortie de mes propres contrats. Logique, il n'y a pas de... Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Les altcoins qui sont tout à fait dans une zone neutre depuis maintenant le 7 juin, une semaine. Ça fait une semaine qu'on navigue dans des zones plutôt neutres au niveau des altcoins. C'est pour ça qu'elles n'enfoncent pas aussi peut-être leur support. Est-ce qu'il faut faire saigner tout le monde là et du coup venir chercher les longues? Ou alors est-ce que ceux qui auraient voulu prendre des longues sont servis? C'est un petit peu la question qu'il faut se poser en ce moment. On retourne sur le 15, on fait la conclusion de cette vidéo, donc on est là en 15 minutes. Somme toute, c'est le propre... Ok, on va faire simple. Impulsion, potentielle correction, d'accord. Où elle s'arrête pour l'instant, on ne sait pas. Elle peut aussi nous donner ça, encore une fois, c'est l'idée, voilà. Parce que ça semble encore assez larvé, d'accord. Pourquoi je dis ça? Parce que d'une certaine manière, on l'avait vu d'abord, déjà, on en avait parlé ici dans cette petite épaule, tête-épaule, qui elle-même semblait assez larvée, plutôt dans un biseau. On avait dit soit on marque la structure de retournement dans ce truc qui a une gueule de correction, et si on marque la structure de retournement, à ce moment-là on shoot up et on avait touché parfaitement la target là-dessus, soit c'est-à-dire que cette correction représente un retournement, ok, et qui me donne l'impulsion suivante, impulsion, correction, impulsion, soit on ne la marque pas, et vous aurez compris ici que ce que vous voulez, c'est voir un momentum qui s'accélère un petit peu, comme on voit là, mais c'est pas encore tout à fait mis en place. Vous voulez voir une cassure de trend, un momentum qui s'accélère, et une belle bougie qui vient casser tout ça.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est normal, dans sa time frame, je parle de celle-ci, la 15 minutes, de voir qu'une correction est plus impulsive vers le bas. Vous l'aurez compris. J'ai mon impulsion, j'ai une correction, j'ai mon impulsion. C'est normal. Ce que je veux ici mettre imbriqué, entre guillemets, voilà, ensemble, ce sont les time frames. Ici, c'est pareil, tout cela, c'est une correction baissière, d'accord? C'est normal d'avoir des impulsions, correction, impulsion. Ici, on a le sentiment d'une impulsion supplémentaire, mais malheureusement, on ne break pas la structure. On échoue sur le 4 heures ici. Donc ça peut me dire, ah, j'ai une belle news, mais finalement, elle est totalement remise en cause. Ça va encore impulser vers le bas. Et vous comprenez que c'est régulier et normal. En fait, ce que vous devez imbriquer bien ensemble, ce sont les time frames, d'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je regarde ici, bon, la gueule de la structure. Ici, je suis dans une correction baissière. Vous voyez que les impulsions, elles sont plutôt vers le bas. Ok. Ici, je suis dans une correction haussière. Ça reste assez larvé. Ici, impulsion vers le bas, correction, impulsion. La question, c'est à chaque fois, à quel endroit je considère qu'en fait, on va faire une continuation de impulsion, correction. D'accord? Et une nouvelle impulsion. À quel endroit je considère que ça c'est possible? Est-ce que je suis dans le vrai quand on est passé sous la structure ici, d'avoir considéré que c'était effectivement la fin de cette correction? Ou alors, est-ce que je suis dans le faux, d'accord? Il faut bien comprendre ici et intégrer que chaque time frame correspond à une possibilité de trade, mais que du coup, si vous cherchez une impulsion, il faut le chercher dans votre time frame, d'accord? Donc là, en l'occurrence, il resterait assez logique de chercher une correction supplémentaire. Impulsion, correction, impulsion. Là, c'est mitigé. D'accord, parce que j'ai une jolie impulsion vers le haut. Donc, est-ce que je ne serais pas dans une correction baissière pour refaire une impulsion? Sous-entendu, retourner littéralement la structure, celle-ci. Ou alors, est-ce que je vais continuer à la baisse et rester dans finalement ce qu'on avait fait hier? Si je considère que ce qu'on avait fait hier, c'est un range, à ce moment-là, je dois jouer le bas de range. Ok, avec légère prise de profit au niveau actuel, c'est-à-dire le point de contrôle de ça. D'accord. Maintenant, le point de contrôle de tout, il est également à peu près dans ces zones-là. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un endroit où c'est la zone de combat. On va dire, si tout cela était une forme de Braveheart. Vous imaginez un Braveheart, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, dans les concerts, quand tout le monde se met d'un côté, tout le monde se met de l'autre, hein, du film avec Mel Gibson, et que tout le monde se croise ici à l'intérieur. Ben, l'endroit où j'aurai le plus de baston, ça sera au milieu. Pas avoir de la baston derrière, ici où on a plutôt les petits planqués à lunettes qui essayent de... Enfin, c'est pas la question, on s'en fout. Mais si j'ai un Braveheart, ben, vous comprenez que le centre, il est ici, pour le moment, de la baston. D'accord? Donc la question ici, c'est qui c'est qui prend le dessus sur ce centre-là? Est-ce que, justement, on a ces fameuses continuations haussières ou baissières au travers de ce que nous dit le point de contrôle? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai énormément de volume, bah, on va qualifier ça comme étant à peu près cette zone. Soit j'ai énormément de gens qui sont en ce moment positionnés à l'achat pour défendre 66 et péter en haut. Soit j'ai, et également c'était le cas, énormément de monde qui était positionné à la défense pour enfoncer 66 et peut-être en dessous. Quand je regarde la petite structure, moi, j'aurais quand même plutôt tendance à jouer impulsion-correction. La question, c'est où s'arrête cette correction, d'accord? Et là, il n'y a aucun... Voilà, il n'y a aucun signe. Comme il n'y a pas eu le break-off structure ici à minima, il n'y a pas vraiment de signe qu'elle s'est arrêtée, si ce n'est qu'on est sur des jolis endroits pour faire une flat, c'est tout en soi. Et la flat est très propre, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, on était sur le 15 minutes. Donc, se poser la question, est-ce que le 15 minutes me propose, ici, me propose une structure de retournement? Là, on rentre vraiment dans le détail. Hein. Vous avez ici ce petit point 15 minutes qui a été pété. Hein. Pour le moment, il refusait. Il a refusé. Il a pété une première fois. On est revenu le retester comme support et il a cassé. Donc, il y a de l'espoir pour que ce W-là soit le W de retournement, même si on vient enfoncer la jambe ici, c'est pas un problème. Même si on vient enfoncer même ça, et derrière reprendre ça, vous comprenez qu'on a un plus grand W dans le W. Donc en soi,
ça c'est larvé et c'est pas très bien que ce soit larvé, mais assez souvent vous avez un retournement qui se met en place de par une structure qui au départ ressemble à quelque chose de correctif. C'est vraiment tout à fait et pile poil ce qu'on avait expliqué par ici, où on avait dit ben oui c'est correctif, mais j'ai une épaule tête-épaule. Si j'arrive à casser cette épaule tête-épaule, à ce moment-là, j'ai peut-être quelque chose d'intéressant. Ici, on a un refus de casser, là, on y arrive, là, on a un retest, et on a une impulsion. Donc, dans l'idée, ce que je peux voir ici éventuellement comme structure de retournement, bah, je vais dire que ça serait à peu près ce W. On a aussi l'idée d'un triangle rectangle, comme cela. Si on arrive à réussir notre test de ce triangle rectangle, qu'est-ce que j'ai sous les yeux? J'ai ma structure de retournement, d'accord? Triangle rectangle, c'est un triangle ascendant. Dans un premier lieu, vous aurez... Et vous comprenez là que j'utilise juste le chartisme pour analyser la structure. J'ai pas besoin d'aller m'embrouiller avec d'autres choses. Bah là, l'idée, ça serait déjà à minima sur cette figure-là, si on n'est pas en train de construire une plus grosse figure, etc. Le retest semble réussi, et bien d'aller chercher 67 820. Donc, pour terminer cette vidéo et la conclure, mon scénario est plutôt dans le sens, comme on l'avait fait là, de dire que cette structure qui semble corrective n'est qu'un retournement. La deuxième chose également, c'est de dire que du coup, si je vais à 67 800, dans un premier temps, ça m'emmènerait par là. Ça ne veut pas dire que je casse la structure. Pour l'instant, j'ai pas sous les yeux nécessairement la cassure de la structure. J'aurai par contre un vrai énorme signal si jamais je reviens cette fois-ci à 69,5 et que je perce la structure. Pourquoi? Parce que là, j'ai mon grand W qui lui me promet éventuellement d'aller casser quoi? D'aller casser le 4 heures qui est là. D'accord? Donc c'est... somme de promesses imbriquées les unes dans les autres en fonction des time frames, et c'est ça que vous devez comprendre aussi, c'est-à-dire c'est pas parce que j'ai une impulsion là qu'on va à 15 000 $. On regarde ici ça, d'accord, c'est pas parce que j'ai une impulsion, une correction, une impulsion, bon là encore une fois c'est mitigé, parce que ça semble assez impulsif, mais le Fonda nous a rappelé à l'ordre, hein, là-dessus, le Fonda est venu rappeler à l'ordre la structure, en soi... oui, voilà, jouer le bon gun pour la bonne time frame, encore une fois. Là, si j'ai quelque chose d'impulsif là, ça veut pas dire que j'ai quelque chose d'impulsif en weekly. Et en soi, quand je reviens sur la structure weekly, pour le moment, ça se passe pas trop mal pour continuer à pousser. D'accord. Attention éventuellement, typiquement à quoi? À faire un truc comme ça. D'accord, d'où finalement bah, j'ai une forme de flag, je casse, mais je me fais rejeter par le top pour revenir faire un plus bas. Typiquement là-dedans, je casse pas encore, mais si on casse ici, là, légèrement, hein, et qu'on se fait repousser dans la time frame, il reste possible qu'on fasse ça. Moi, personnellement, j'évalue à 80 000 $ l'endroit où pour moi, on va beaucoup plus haut. C'est-à-dire que là, vous voyez, la résistance, elle est daily. Là-dedans, elle est weekly, pardon. La résistance qu'on avait là, elle est weekly, puisqu'on est en weekly, là. Le support, il est weekly. Et vous voyez que c'est ultra propre. J'ai des mèches, mais en soi, sinon, c'est ultra propre. D'accord? Si je regarde ici, qu'est-ce qu'on a comme endroit weekly? Alors là, je vais un peu loin hein, dans l'idée, mais... qu'est-ce qu'on a comme endroit weekly qui rejette sur cette structure? Il est globalement à peu près par ici, d'accord? Je ne suis pas exempt de faire une mèche qui vienne au-dessus de la structure. Bon, là, on est vendredi, donc ce ne sera pas forcément pour cette semaine. On va la mettre d'ailleurs, cette résistance weekly, elle est intéressante. Pardon. Cette résistance weekly là est intéressante. Pourquoi j'en ai une autre? Oui, voilà, je la tiens ici, là. En soi, celle-là, elle est cassée. Hein. Hop. Ah non, c'est un point pivot, là, que j'avais mis. Ouais, c'est à peu près au même endroit. On va virer ça et voilà. Donc si, comprenez bien que qu'est-ce qu'il se passe? Si j'arrive à clôturer cette résistance weekly, faire un corps de bougie entier en une semaine au-delà de ce niveau là, c'est très bon pour la suite. En revanche, si la semaine prochaine, par exemple, imaginons, on va dessiner la bougie de la semaine prochaine, imaginons qu'on ouvre, donc là actuellement vous comprenez qu'on est par ici, on ouvre, on pousse, pardon,
on pousse, hop, on ne le clôture pas, hein, pour le moment, tac, et on fait une très jolie mèche qui vient au-dessus de la structure. Je dis méfiance parce que pour le coup, il est possible que la résistance weekly continue à faire son boulot et qu'on vienne nous visiter la résistance weekly, le support weekly qui est plutôt ici en l'occurrence 63, ok. Et même là, actuellement, ce rejet peut très bien nous mettre dans une disposition où... et comprenez qu'en une semaine, sous 63, pour faire une mèche, on peut faire pas mal de choses. On l'a prouvé là, on l'a prouvé là, on l'a prouvé ici, on l'a prouvé également là, on l'a prouvé là. On a fait du business sous 63, on est même allé à 56, et on est remonté au-delà de 63 dans la même semaine. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Qui va gagner dans cette conso? Ceux qui sont vendeurs au-delà de, on va dire, 69,3 la semaine, ou ceux qui sont acheteurs en dessous de 63 la semaine. D'accord? C'est un peu la question du moment. En tout cas, pour moi, ça risque de puer si jamais on passe là-dessous. D'accord? C'est-à-dire sous toutes les accumulations, les trends d'accumulation qui sont pour moi importantes. Vous le voyez ici sur la charte, elles sont en 2 pixels. Mais par ailleurs, spoiler alerte, qu'est-ce qu'on avait fait là-dedans? Je mets ici en lumière ce range pour le comparer, vous l'aurez compris, j'espère, à celui-ci. D'accord? Qu'est-ce qu'on avait fait là-dedans? On avait littéralement perdu une trend en weekly. D'accord? Donc, perdre une trend weekly actuellement peut tout à fait nous donner ça. Attention à ça. D'accord? Qu'est-ce que j'entends par là? Trend qu'on a regagné depuis, mais il faut comprendre. Voilà, pour moi, ça, je l'avais expliqué, ça, c'est un peu la liane du mouvement. C'est la pente du bull run, enfin, du run, de la tendance haussière, on va pas appeler ça un bull run, de la tendance haussière actuelle. J'ai derrière une pente qui est moins agressive. En ce moment, les deux se croisent à peu près à l'endroit où on est, dans le temps dans lequel on est. Vous le voyez ici, ça nous donne 24 juin, dans 10 jours. Théoriquement, c'est un double support, d'accord? Mais si je perds ce double support, pour moi, c'est très rapide pour éventuellement revenir sous la structure, comme on avait fait là. Même chose. D'accord? Et derrière, c'est, je pense, un no-brainer que de revenir réaccumuler dessus. Parce que si on doit tenir le bull run, on doit tenir cette pente d'une manière générale. Celle qu'on avait ici regagnée. Là, on a larvé pendant longtemps dessous. Là, j'étais pas mal bear dans ces zones-là. Et puis, à partir du moment où on la regagne, et ben, du coup, je repasse extrêmement bull. Et même chose de ce côté-là, où j'étais quand même un petit peu moins bear. Mais où, du coup, dès qu'on l'a regagné, c'était du up only en ce qui me concerne. Donc tant qu'on la tient, ça reste du up only pour moi. Si on la perd, c'est à minima revenir dans ces zones-là, etc. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un peu un critère pour moi d'aide à la décision. Mais étant donné qu'en ce moment, on arrive à un endroit où, si on reste dans la zone pour les 10 prochains jours, j'ai une concordance entre finalement mon support ici, et toutes les trends un peu du moment, d'accord, que ici elle a été retestée avec succès, cette trend. On peut se dire qu'éventuellement ça serait bien qu'elle tienne, mais vous voyez que c'est la liane du mouvement, elle peut très bien percer. Celle qui représente un momentum moins agressif, elle est là, c'est l'autre. Je vais peut-être leur mettre une autre couleur d'ailleurs, ce serait plutôt intelligent. Donc en soi, pour moi, c'est un endroit où, si on en vient à perdre les deux, c'est en soi déjà une forme de point pivot, donc pas vraiment de nécessité d'aller beaucoup plus en deçà, mais on pourrait être dans quelque chose de plus important, voilà. Typiquement comme on avait eu là. Et là, je m'étais fait attraper, hein. Attention, je le dis sans problème. Là, pour le coup, j'avais morflé du stop loss et du... Ici, là, dans ce mouvement-là. Après, quand j'ai compris que c'était impulsif et qu'on allait sous la structure, pour le coup, là, j'ai passé des très bons trades pour repasser à nouveau par-dessus. Ici, il faut comprendre que j'avais dérisqué énormément.
là-dessus parce que ça restait une énorme résistance en weekly et ça m'avait paru normal. Donc j'ai aucun problème avec ça, j'avais au final pris de l'argent, donc j'ai aucun problème à avoir peut-être trop dérisqué, hein, c'est dommage de ne pas avoir tenu ce trade depuis 25, on serait très très bien si on l'avait fait, surtout qu'ici on était rentré fort. Mais c'est comme ça, voilà. J'avais tenu des trades ici à ce moment-là sur Ethereum pour le coup et pour le coup jusqu'à 4000, donc aucun problème. Et pour le coup, voilà, mon dérisking s'était fait à 100% sur Bitcoin. J'étais sorti complètement de la position sur Bitcoin ici sur les 30. Bien mal m'en a pris. Alors après derrière, bon, j'ai réussi à reprendre ce qu'il fallait. Mais il faut bien comprendre ici que en soi, il y a des droites qui doivent vous permettre de vous dire bon, je prends une décision. Et là, en l'occurrence, moi, ma décision, elle a été de longuer la continuation en pensant qu'on était dans une nouvelle correction de flag. Et là, pour le coup, vous voyez que la structure m'a surpris. Et à partir du moment où j'ai compris qu'on allait dessous, et bien à ce moment-là, je me suis très fortement positionné dessous. Donc c'est comme ça qu'on change de biais, entre guillemets, et c'est comme ça qu'on a parfois des trades qui sont extrêmement successful, comme d'autres non. Hein. Il n'y a aucun problème avec ça. La question ici, c'est à quelle fréquence et sur quelle taille de position je m'expose. D'accord ? Donc en soi, ici pour moi c'est une flat, on va péter au travers de tout ça, on va encore une fois invalider une plus grande flat sur les 80 000, ça serait une très bonne chose. Première target 88, deuxième target 115, avec bien sûr, et ça a déjà été fait, une petite prise de profit sur la résistance, c'est évident. Donc on va voir ici si tout ça se met en place, et si ça n'est pas le cas, eh bien, à ce moment-là, on se retrouvera, pour du swing, hein, en tout cas pour du trade de plus longue composition, on se retrouvera sous la structure. Et on se retrouvera ici plutôt en short intraday, en direction privilégiée plutôt pour du short intraday, jusqu'à un minima repasser sous cette structure-là. Ça me paraît relativement simple. Pour l'instant, c'est plutôt de la recherche de long intraday pour ici, là, aller casser tout ça, d'accord. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Grosse conclue, ça arrive parfois. Mais dans la conclue, vous comprenez qu'on est allé voir beaucoup plus dans le détail des grandes time frames. Hein. Ça me paraît important de le faire aussi de temps en temps, puisque encore une fois, on est plutôt positionné en ce moment sur du swing, donc des trades qui vont durer un petit peu dans le temps. Et puis, par ailleurs, j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a pas grand-chose à voir avec le Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. En l'occurrence, la question du jour, elle sera sur... Tiens, tout ce qui est code promo, est-ce que vous êtes fan de ce genre de truc? Est-ce qu'avant de commander sur un truc, vous allez essayer de trouver des codes promo, des choses comme ça, etc. pour économiser un petit peu sur vos achats? Ce sera la question du jour. J'ai beaucoup de commentaires en retard, il faut que je me pose. C'est pas que j'aime pas y répondre, c'est juste que quand il y en a trop en retard, ça ressemble à un travail titanesque. Et donc voilà. Bon voilà, vous avez tous les signaux. Tenue du 4 heures ici, tenue du 5 minutes ici, cassure de cette distrib, ça sent bon. Et puis, même chose sur Ether, on a un petit 15 minutes en dessous qui pour le moment tient. Ether BTC qui affiche une cassure de trend, il faut qu'il nous montre que c'est pas juste un retracement là-dedans, hein, pour une structure plus importante. Et puis sur Ether BTC, on est plutôt sur une forme de support ici et là. Et là, maintenant, attention, il y a une belle imbalance à éventuellement venir couvrir ici.
En soi, c'est des moments où ça aligne pas forcément liquidité fondamentale, etc. Le fondamental de fond est très bon pour la crypto, puisque de plus en plus de monde en parle, etc. On a vraiment le sentiment qu'on est en train d'entamer une forme de vague institutionnelle qui sera d'ampleur sur la crypto. Maintenant, il y a toute l'administration Gensler, il y a toutes ces choses-là, il y a tout ça, il y a bien évidemment le contexte avec l'inflation qui ne veut pas perdre ses 3,3% et qui ne veut pas aller sur le chemin des deux. Voilà, il faudra suivre la data et faire en fonction. Mais pour moi, il va peut-être falloir un catalyseur ici pour casser dedans. Peut-être que ce catalyseur serait pour les alts. La mise sur le marché des ETF spot sur Ethereum. À partir du moment où il y a un ETF sur Ethereum, je vois pas trop pourquoi il n'y aurait pas un ETF sur Solana, XRP et autres. Il suffit qu'il y ait de la demande et il y aura des ETF. Vous pouvez même imaginer des ETF sur des mêmes coins. Si jamais ça fait plaisir au retail et qu'il y a de la demande, ne vous inquiétez pas que ceux qui les mettront sur le marché le feront allègrement. Et encore une fois, il n'est pas besoin d'être une commodity pour devenir un ETF. C'est autre chose ici dont on parle. Hein, d'accord, la commodity, la question d'une commodity ou security, elle est plutôt posée pour savoir si vous dépendez du CFTC ou de la SEC. D'accord. Pourquoi la SEC a été compétente quand il s'est agi des ETF spot sur Bitcoin? Tout simplement parce qu'un ETF est une security. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ici toutes ces différences-là, mais Bitcoin dépend à ce jour, ou en tout cas on le considère comme tel, ça n'a pas été totalement élucidé, mais on le considère en soi comme suffisamment décentralisé pour dépendre du CFTC. Bitcoin ne dépend pas de la SEC. La SEC dit qu'elle a tout pouvoir sur Ethereum en revanche, et hier Gary Gensler a fait une allocution devant le Congrès dans laquelle il n'a pas exactement répondu à la question. On lui a dit est-ce que Ether est une commodity? Il n'a pas répondu. Mais en soi, ce qui avait été répondu à l'époque par Gary Gensler, Gigi, c'était que Ether était une commodity. Le problème, c'est que depuis, Ether est passé en Proof of Stake, the merge, et que ce passage en Proof of Stake a créé des investisseurs passifs. D'accord? Créer des investisseurs passifs peut vouloir dire que ce que vous créez est finalement une security, puisque vous ne faites rien, vous bloquez juste de l'argent, mais ce faisant, vous obtenez un yield de 3-4%. Le problème là-dedans, c'est qu'éventuellement, on peut considérer que Ethereum est devenu, de fait, du coup, une security, puisqu'elle répond au test de Howey, H-O-W-E-Y, au test de Howey. Et ça, je l'avais dit déjà dans mes vidéos, mais à l'époque, Howey, c'était une compagnie qui vendait des oranges. Ils ont décidé de vendre des oranges d'une autre manière. C'était en Floride, c'était peut-être du jus d'orange ou quoi que ce soit. Donc ils mettaient leurs oranges, c'était une commodity. D'accord? Les oranges que Howey mettait sur le marché étaient des commodities. Ils ont lancé des contrats d'investissement qui étaient différents, qui étaient de dire acheter un mètre carré de mon terrain où il y a l'arbre, d'accord, et à ce moment-là, moi, je vous donnerai un rendement sur les oranges que j'arrive à produire, d'accord. Ce faisant, à l'époque, c'était encore l'époque des chemins de fer et toutes ces choses-là, etc. La SEC a été créée justement pour les chemins de fer, c'était des investissements passifs, je mets de l'argent, on me rend de l'argent. Il y avait beaucoup plus moyen de se faire entuber qu'en achetant des biens agraires, agricoles, etc. Donc du coup, la SEC avait été créée spécifiquement pour justement les chemins de fer à l'époque. Et
En l'occurrence, ici, il y a une jurisprudence qui a dit « Ah mais attends mon petit Toby, ton mètre carré de terrain là, ça n'est plus que tu vends des oranges, maintenant tu vends un contrat d'investissement. Si tu vends un contrat d'investissement, mon petit Toby, tu ne vas pas dépendre du bureau des commodities, le CFTC, tu vas dépendre de la SEC. » Ça a créé cette énorme jurisprudence qui fait qu'aujourd'hui, on calcule une bonne partie des altcoins comme étant éventuellement tout simplement des securities au lieu d'être des commodities. Dans l'affaire XRP, il a été évoqué que, au travers de son IPO, le moment où il y a eu des investisseurs passifs qui ont juste mis de l'argent pour obtenir une certaine partie de la supply, XRP doit payer une amende parce que son ICO a été faite comme étant une security. Mais ensuite, une fois qu'il a été vendu sur les exchanges et qu'on a eu que du XRP entre guillemets d'occasion, le juge a considéré que XRP, sauf la partie IPO, donc sauf la partie mise sur le marché, d'accord, sauf la partie IPO, XRP est une commodity. Donc la SEC n'a plus dorénavant. Donc ils doivent payer une amende pour ça. C'est là-dessus qu'en ce moment il y a baston. Quel est le montant de l'amende? Tout simplement, ils réclament des montants énormes, mais XRP a été considéré comme une commodity. Okay, donc il y a de belles chances que toutes les altcoins viennent à payer éventuellement cette amende si elles ont fait une IPO, mais que toutes les altcoins dépendent de la SEC. Et dépendre de la SEC en soi n'est pas un gros mot, c'est juste que ça veut dire qu'ils n'ont pas fait les démarches précédentes pour mettre une security sur le marché. Là, ils auraient dû dire « Attention, bonjour, je viens pour remplir le formulaire XP228NZ qui dit que je vais mettre un contrat d'investissement sur le marché. Bonjour la SEC, vous remplissez comme on a en France, hein, le CERFA 14 812 217 et puis ensuite vous faites tout ce qu'il faut. » Pour tout simplement montrer patte blanche et montrer que, en termes de protection des investisseurs, vous avez fait ce qu'il fallait pour dire à la SEC, attention, je suis en train de mettre un contrat d'investissement sur le marché. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a déjà fait la question à la con, je crois. C'est juste que je me suis encore répondu Je sais même pas d'où c'est parti, mais bon voilà. On va voir un peu ce que ça donne de ce côté-là. Pour moi, en soi, est-ce qu'on peut éventuellement... Allez voir s'il y a des résistances à la hausse, non. Pour moi, voilà, si ça tient à peu près ce que ça vient de casser dernièrement, là, le 15 minutes, on peut dire que c'est pas trop mal. Sinon, si en revanche on réenfonce, c'est un refus sur trend, sur cette distribution-là, on refuse, et à ce moment-là, on va plus bas. Voilà, c'est ça le critère d'aide à la décision, pardon. Vous pourrez éventuellement même aller chercher en intraday, hein, là on regarde du 15 minutes, donc c'est quasi de l'intraday, hop, comme ça. Vous dire, bon, si on perd cet accu-là, ça pue quand même. D'accord? Et là, on va le mettre comme étant du 15. Si on perd cette accumulation-là, ça pue. Si on casse cette distribution-là, ça sent bon. Voilà. Il y a toujours une compression dans le prix. Là, en l'occurrence, vous voyez, on l'a pété. Ça, c'était au début de la vidéo. La vidéo fait déjà une petite heure. On est en train de revenir la retest. Est-ce qu'on va réussir à la casser? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si dans une heure, je m'écarte de l'endroit où je suis, je ne réenfonce pas, mais je m'écarte, j'aurai hard closé ça en une heure. Ça, c'est un bon signal. En revanche, si là, je me fais rejeter par la 1 heure et que je viens perdre ce que j'avais construit en 15 minutes, qu'est-ce qu'on a là? On a notre correction pour une nouvelle impulsion. Ok. En intraday, c'est assez simple, en fait, finalement, ça se décompose à peu près comme suit. C'est juste qu'il y a des moments où il faut prendre des décisions et se protéger en permanence. Voilà, c'est ça l'idée. Écoutez, je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. On a failli faire celle-ci dans la 30aine de minutes, mais c'est juste que je me suis un petit peu emballé sur la fin. Encore une fois, on a fait du contenu affilié, hein, donc là, ça c'est du contenu, normalement, bon, qui devrait être... Le problème que j'ai, c'est que faire du contenu pour, je pense, les affiliés, vous êtes une vingtaine sur YouTube, et sur le Discord, vous êtes peut-être une soixantaine. Peut-être, je dirais, une trentaine de personnes, 30-40 personnes qui regardent les vidéos à chaque fois. Voilà, je préfère le faire pour 300 ou 1000 personnes à chaque fois, même si ça déplaît finalement aux nouveaux entrants. C'est-à-dire, ils disent waouh, 1 heure de vidéo, non, j'y vais pas. C'est pas grave en fait, finalement, ça fait le tri aussi à l'entrée.
Un petit peu comme, on va dire, l'université française fait le tri en nous mettant les 3 premières années qui sont quand même relativement chiantes. Ou les prépas, typiquement aussi. Voilà, les prépas, les mecs qui sortent de prépa, ils en sortent pas indemnes. Hein. Et en l'occurrence, c'est un petit peu la même chose. C'est fait pour vous dégoûter et rentrer dans une forme de méritocratie pour ensuite, finalement, apprendre des choses. Bref. Voilà, les amis, on se retrouve demain. Portez-vous bien. Ciao, ciao.